Bonjour à tous et bienvenue sur Synapse. Les marchés actions volent de record en record. Sont-ils inarrêtables? Eh bien, c'est ce que nous allons essayer de voir avec Vincent Mortier, le directeur des gestions d'Amundi. Mais avant d'engager la discussion avec Vincent, petit rappel rituel, nous sommes une chaîne indépendante. Nous avons besoin de votre soutien pour la porter. C'est très simple, il suffit de vous abonner, de commenter les émissions, de les partager et de mettre un pouce vers le haut si vous les appréciez. Par ailleurs, pour obtenir des contenus exclusifs, des analyses, des idées d'investissement et assister à des lives avec des experts du monde financier, eh bien, il suffit de vous inscrire en cliquant sur le lien en haut à droite de l'écran ou celui qui se trouve dans la description sous la vidéo. Alors Vincent, je reviens à ma question initiale. Le marché boursier est-il inarrêtable? Ceux qui étaient les plus réservés quant aux perspectives de ce dernier soulignaient premièrement, que les hausses de taux diligentées par les banques centrales allaient finir par impacter l'économie, l'activité. Donc on était peut-être en risque de ralentissement fort. C'était la thèse du possible hard landing. Deuxième point, il nous disait que les taux vont rester élevés plus longtemps que ce qu'imaginent les marchés, ce qui était vrai, mais finalement le marché n'en a pas tellement tenu compte. Il soulignait que le reflux de l'inflation, que la désinflation qu'on constatait était principalement due à des effets de base, et donc qu'on allait avoir une inflation résiduelle plus forte que ce qu'anticipaient les marchés, donc ça allait avoir un impact sur la politique monétaire. Il pointait également que les marges des entreprises étaient au plus haut. Généralement, c'est un peu inquiétant, surtout soulignait-il que la consommation aux États-Unis particulièrement est fragile puisque le consommateur tire à fond sur ses cartes de crédit. Donc, on avait un tableau assez noir, mais aujourd'hui, on se demande si le débat à propos de la récession est encore justifié. Deuxièmement, l'inflation semble rentrer dans la niche. Et du côté des banques centrales, eh bien, si la baisse des taux n'a pas été encore enclenchée, bon, la direction semble tout de même bien dessinée. On a eu le discours de Jérôme Powell, on a eu celui de Christine Lagarde. Clairement, on va vers une détente monétaire. Du coup, alors que la visibilité était très réduite fin 2023, début 2024, est-ce que là, on n'a pas une visibilité totale et est-ce qu'on n'a pas un boulevard sur les marchés actions? Alors, bonjour Vincent, heureux d'être de nouveau parmi vous. Alors en fait, avant de revenir sur le marché action en tant que tel, je pense qu'on revienne sur effectivement les présupposés qui sont aujourd'hui intégrés par la plupart des investisseurs américains ou les grands institutionnels. Et en fait, il y avait du conditionnel dans ce que vous disiez. L'inflation semble être revenue, la récession semble être écartée. Alors nous, de notre côté, en fait, on n'a pas du tout changé notre appréciation, bien au contraire. Et le marché est extrêmement consensuel aujourd'hui pour dire qu'il n'y aura pas de récession, l'inflation revient au bercail et va y rester pour toujours. On pense qu'il faut être un peu plus prudent. Ce qu'on voit aux États-Unis en données micro avancées commence vraiment à nous inquiéter sur la conso des ménages qui baisse, mois après mois. Les indicateurs de conjoncture, comme le Michigan, baissent mois après mois. La capacité et l'équation budgétaire américaine devient vraiment compliquée à un moment où la charge d'intérêt monte, à mesure que la dette se refinance. Cette année, la charge, le paiement de l'intérêt de la dette américaine sera le premier poste de dépense, devant la défense. C'est autant d'argent qui ne peut pas être mis dans le soutien à l'économie. Et avec un déficit budgétaire à 7,5%, les capacités ou les marges de manœuvre de l'État américain pour soutenir le cycle sont aujourd'hui quasi nulles. Donc le consommateur s'épuise, alors pas tous, mais de plus en plus. Donc vous parliez du crédit à la conso. Ce qui est inquiétant, c'est que pas mal de crédits à la conso en fait, font défaut assez vite. Donc, alors qu'on est en plein emploi, ça veut dire aussi qu'il y a beaucoup de travailleurs pauvres aux États-Unis. Tout le monde a payé des hausses de salaire supérieures à l'inflation. Donc le consommateur a du mal, l'État a du mal, les entreprises vont devoir défendre leur chiffre d'affaires. Et donc, évidemment, il y aura des exceptions, mais il y aura une pression sur les marges qui va arriver.
Alors tout ça a été décalé, c'est vrai, et on était surpris nous-mêmes. C'était décalé en raison de cette gigantesque déficit qui est complètement hétérodoxe, en raison de cet effet décalé de la hausse des taux. Et en fait, l'année dernière, et encore un peu cette année, en moyenne, les corporates américains ont bénéficié de la hausse des taux, n'ont pas souffert. Mais là, maintenant, on rentre dans une période où beaucoup de corporates vont refinancer leurs dettes à un prix bien plus élevé. Et leur trésorerie a baissé. Et si les taux baissent par ailleurs, évidemment, ce qu'ils gagnent sur leur trésorerie va baisser. Donc, finalement, l'année dernière, les corporates américains ont été les meilleurs banquiers du monde. Ils ont bénéficié, ils ont réduit leur charge d'intérêt. Qui a payé la charge de la dette? C'est la Fed et c'est l'État américain. Donc une conjoncture américaine qui est quand même fragile. Et donc c'est pour ça qu'on a un scénario de croissance cette année et l'année prochaine proche de 1, ce qui est quand même très bas. L'Europe n'est pas mieux. L'Angleterre est en récession, l'Allemagne est en récession. La France, on le voit dans le débat actuel, a une équation budgétaire complexe. Pour le moins. Voilà, il faut trouver 20 milliards rapidement d'économies. Et donc tout ça, c'est de l'argent qui va être prélevé dans l'économie, via des impôts, via des moindres dépenses. Donc ça aura un impact sur la croissance de manière évidente. Donc en zone euro, cette année, l'année prochaine, on est sur 0,5-1%, autant dire pas de croissance. Et donc cet environnement macro, il aura forcément un impact que le marché n'a pas vraiment intégré. Sur l'inflation, quand on regarde ce que price le marché, vous savez, il y a des swaps d'inflation qu'on peut acheter. États-Unis, Europe, le marché est à entre 1,5 et 2% d'inflation chaque année pour les 5 ans à venir. Et pour vous, ça semble irréaliste? Alors, ça semble... tout est possible. Je me rappelle juste... Vous vous rappelez deux choses. La première, alors, comparaison n'est pas raison, mais si on prend la séquence des années 20, alors on n'était pas né. Non, heureusement. Des années 70, on était tout petit. On a eu 3 vagues d'inflation. Quand on regarde graphiquement, on est exactement au point bas de la première vague. Donc l'inflation, c'est un phénomène complexe, multifacette, et il y a un scénario qui n'est pas du tout intégré, qui est d'une nouvelle vague d'inflation, qui viendrait des matières premières, de la géopolitique, qui viendrait de facteurs plus structurels, comme la transition énergétique, de la relocalisation ou du nearshoring, et finalement de ce qu'on appelait la greedflation, c'est-à-dire la volonté d'entreprise d'accroître leurs bénéfices à court terme. Au prétexte de l'inflation. Au prétexte de l'inflation, quitte à hypothéquer un peu la croissance future. Ça peut revenir comme comportement, et c'est là où le consommateur est important, parce que si le consommateur ne peut plus suivre, ben les entreprises vont défendre vont vouloir défendre leur part de marché, et donc normalement baisser un peu leur prix. Ce qui est certain de notre point de vue, c'est que l'inflation va être plus volatile. Et ce qui va rendre la tâche des banques centrales complexe, parce qu'on aura des points à 1%, voire à 0, mais on peut aussi avoir des points à 4 ou à 5. Et donc, là, aujourd'hui, c'est facile. Les banques centrales... Quand vous dites des points, c'est-à-dire des pics d'inflation? Oui, c'est-à-dire quand on compare d'une année sur l'autre, d'un mois sur l'autre. Et donc, là, les banques centrales, c'est facile. On a la pente qui est continue, qui décroît. D'ailleurs, le narratif de la Fed et de la BCE est plus prudent que ce que le marché veut entendre. Ils disent quand même, on attend, on veut être sûr. On pense quand même que les taux vont baisser, mais parce que, en raison de la croissance. Si on va vers une récession, les banques centrales vont réagir. Et c'est là où on peut avoir un effet un peu complexe, avec, si on relâche trop vite les taux, on pourrait voir revenir de l'inflation. Et donc c'est un pilotage à vue qui n'est pas simple. Voilà. Donc ça, c'est pour l'environnement global. Donc on est toujours quand même prudent, on n'achète pas complètement de narratif. Et après le marché action, c'est vrai qu'il est inarrêtable, si on peut dire. Alors pour le moment, en tout cas. Pour le moment. On sait que toutes les choses ont une fin, et les hausses aussi sur le marché action. Pas tout le marché. Non. La dispersion est quand même forte. Et en fait,
ce qu'il faut voir, c'est qu'on a une stabilité assez remarquable depuis 3 mois des taux. Les taux sont peu volatiles. Ils ont été hyper volatiles depuis 2 ans. Donc là, c'est morne pleine, il ne se passe rien. Le change, il ne se passe pas grand-chose. C'est le calme avant la tempête, c'est ce que vous voulez dire? Disons qu'il y a moins de volatilité sur ces deux classes d'actifs qui sont pour moi les classes d'actifs les plus importantes. Ça rassure. On a tendance à prendre plus de risques. Parce qu'on a moins de signaux brouillés. Et cette stabilité, en fait, envoie un signal que finalement, du risque peut être pris. Et on l'a vu sur deux segments. Les valeurs, et ce n'est pas que les méga-tech, les valeurs très grosses, que tout le monde aime, que tout le monde connaît. Les granolas en Europe. Par exemple, et qui bénéficient d'un momentum, et on y reviendra plus tard. Et aussi la partie la plus spéculative du marché, donc évidemment les valeurs liées au Bitcoin, la techno profitable, etc. Le cœur du marché est moins en surchauffe. Et c'est là où nous, on pense qu'il y a de la valeur, donc les valeurs traditionnelles. Sur la partie haute, il y a quand même plusieurs indicateurs qui nous font dire qu'on est en train de passer du rationnel vers de l'irrationnel, ou en tout cas un narratif qui nous rappelle un peu 99, où il n'y a que des gagnants de l'IA. Il n'y a que des gagnants dans la géopolitique mondiale, et que, en fait, quand on regarde chacun individuellement, c'est plus subtil. Donc c'est un marché qui est très court, qui donne des valorisations qui normalement devraient se justifier par des perspectives de forte croissance sur le long terme. Et c'est là où nous, on a un problème. Parce que ce soit dans la tech, ou les puces, l'IA, le luxe, la défense, la pharma, etc., je pense que le marché sous-estime la concurrence qui va augmenter. Et la concurrence, ça va être multipolaire. Sur toutes ces technologies-là, la concurrence, elle vient aussi d'Asie, Chine évidemment, mais aussi Corée, Japon. Si une telle masse d'argent est collectée, soyez sûr que beaucoup de gens vont s'y intéresser, investir. Et donc on pourrait avoir des surcapacités, c'est ce que vous voulez dire? Exactement, et des baisses de prix, et de la concurrence qui fera aujourd'hui la plus grosse valeur de puces du monde a une marge de 75% brut. 75%. Oui, c'est inouï. Tant mieux. La valorisation de cette boîte sous-tend qu'elle va garder une part de marché de 75% avec une marge de 75% pour toujours, dans un marché qui est comme ça. Ça me rappelle Oracle. Oracle, en 1999, 50% du marché des routeurs Internet, 50% de marge. Bon, Oracle aujourd'hui... Oui. Voilà. On est d'accord. Donc, et ce qui est nouveau, c'est ce narratif de l'IA se répand dans pas mal de secteurs, et le marché veut voir des vainqueurs partout. Dans la banque, dans l'assurance, dans l'industrie, la grande distribution, donc tous ces sujets, et le coût de l'IA est pas très intégré. Le fait qu'il y aura des entreprises qui seront sous pression n'est pas intégré. Et c'est un peu, on met ces pions sur un peu tout, en se disant que l'IA, il y aura des gains de productivité, il y aura une révolution en route qui va bénéficier à tout le monde, et ça va créer de la valeur de manière colossale. Je ne dis pas que l'IA n'a pas d'intérêt, je dis juste que c'est plus subtil. Il y aura des vainqueurs, mais aussi des perdants. Ça va être très inégalitaire. Beaucoup d'entreprises n'auront pas les moyens. Et ça pourrait être même déflationniste parmi les utilisateurs. Exactement. Parce que là, si on voit en effet les marchands de pelles c'est profiter de la vague, fort logiquement, parce que quand on regarde les chiffres, très sincèrement, la demande est là. Donc,
Donc évidemment, on ne peut pas extrapoler ça à l'infini, et Oui. c'est peut-être ce que fait le marché. Oui. Donc là, il y a un mouvement qui semble tout de même justifié à court terme, tout du moins. À moyen terme, c'est autre chose. Ensuite, on a les éditeurs de logiciels qui, eux, vont vendre les services autour de ça, et on pense qu'ils peuvent peut-être s'en sortir, mais c'est vrai que du côté des utilisateurs, on peut se demander si ça ne va pas être profondément déflationniste, tout ça. Parce que ça va exacerber la concurrence. Et ça va nécessiter des investissements très lourds. Absolument. Très lourd en matériel, mais aussi en hommes. Parce que pour entraîner, contrôler une IA, nous on le fait chez Amundi, on a des tests en cours, il faut des gens qualifiés, ça prend du temps, parfois c'est décevant, et ça coûte cher. Donc tout le monde ne peut pas se permettre. La rentabilité de chaque projet IA ne sera pas toujours avérée. Et donc on a un processus là on est encore très tôt en fait dans le processus. Donc conclure que IA égale par miracle 20% de valeur créée chez tout le monde, c'est un raccourci un peu rapide. Je reviens, on reparlera sans doute de la techno, mais je reviens un peu à la macro. Oui. Parce que là, vous nous avez listé toute une série d'arguments qui appellent à la prudence. Hein. Au plan macro, oui. Oui, tout à fait. Vous dites que finalement, la conso des ménages donne un peu de la gîte et qu'il faut faire attention, que ce n'est pas aussi solide que ça. Mais certains avancent un argument pour justement justifier finalement d'une vision un peu optimiste et irénique des choses, c'est l'argument boursier, et notamment aux États-Unis, parce qu'on sait que la hausse crée un effet richesse, et il dit cet effet richesse, il faut le prendre en compte, et il va soutenir la consommation. Donc il y a un effet autoréalisateur. Est-ce que c'est un argument que vous rejetez catégoriquement ou pas? Alors ce qui est surprenant, c'est que quand on regarde l'indice de confiance du consommateur américain, malgré le plein emploi, malgré un marché immobilier qui est quand même au plus haut, toujours aux États-Unis, sur le résidentiel, malgré une bourse euphorique, en fait, il est très bas. Donc le consommateur américain, vraiment, n'a pas confiance. À cause de l'inflation, à cause de l'environnement politique, et à cause d'un sentiment que finalement, il y a quand même quelque chose qui ne tourne pas rond. Et on verra l'élection présidentielle, qui va être un événement important, qui pourrait amener beaucoup de volatilité dans les deux sens. Ça peut être une opportunité et un risque, mais qui va... Les États-Unis, aujourd'hui, ça n'est pas les États-Unis d'il y a 8 ans. En termes d'endettement, en termes de déficit. Donc, si Donald Trump est élu, ce qui est notre scénario central, ça veut dire que c'est ce qu'on souhaite, mais en probabilité, c'est le scénario central. Oui, vous êtes là pour faire des scénarios. Hein. Moi, je pense que le marché le prendra. Il y aura une sorte d'instinct animal qui va dire Trump égale moins d'impôts, plus de dépenses, plus de protectionnisme, donc bon pour le corporate américain. Donc le marché action devrait bien réagir sur la nouvelle. Et d'ailleurs, peut-être que le marché action intègre déjà un peu ça aujourd'hui, parce que dans le marché, quand même, la probabilité que Trump passe est la plus élevée. Le problème, c'est que sa capacité aujourd'hui à faire ce qu'il a fait il y a 8 ans, elle n'est pas là. Et donc, le marché obligataire... Alors, est-ce que vous pouvez développer, justement, sur ce point? Donc, aujourd'hui, la dette américaine est au même niveau qu'à la sortie de la Seconde Guerre mondiale. Quand vous voyez des graphiques, c'est impressionnant. Et les projections qui sont faites par les autorités américaines, par le CBO, c'est toujours sérieux, bipartisan, montrent une courbe qui est complètement folle et qui, mathématiquement, n'est pas réconciliable avec le niveau des taux, même s'il baisse un peu, et les programmes de dépenses militaires, souveraineté, infrastructure, transition énergétique qui sont à l'œuvre aux États-Unis. Donc l'argent, il faudra quand même le trouver quelque part. Donc que les impôts continuent à baisser, c'est suspect. Je pense qu'ils vont plutôt monter. L'État va se serrer un peu la ceinture. Donc ça aura aussi un impact sur la capacité de consommer des fonctionnaires, typiquement. Il y aura moins de fonctionnaires. Et la confiance du consommateur va aussi être sans doute continuer à être un peu en berne compte tenu de ces incertitudes. Donc
on a une situation où là, si Trump annonce mon émerveil pour le corporate américain, il est, de mon point de vue, probable que le marché obligataire vienne rappeler que non, tout a un prix, la dette n'est plus soutenable, et pour acheter la dette américaine, c'est plus 4,3%, c'est 5, c'est 6. Et il est clair, et ça a été dit clairement par le Trésor américain et la Fed, qu'au-delà de 5%, ça n'est pas du tout soutenable. Donc vous vous rappelez, il y a quelques mois, on a tapé les 5%. Absolument. Ça a duré quelques heures. Je vais prendre une photo. Parce qu'en fait, à 5%, le Trésor a arrêté d'émettre pour ne pas mettre de la pression, et la Fed est intervenue pour revenir sur les 5. C'était un signal très fort. Donc 5, c'est une sorte de seuil arbitraire, hein. C'est pas 5 points, bon. Mais psychologique. Et quand on a vu ce qui s'est passé au Royaume-Uni, absolument, avec le mini-budget de Liz Truss, qui est en fait un peu un remake de Trump, le marché obligataire a dit à Liz Truss, tu seras la plus éphémère première ministre parce que ton programme ne tient pas la route, économiquement. Et le risque de la dette anglaise, on ne veut plus prendre à ce prix-là. Et je vois ce feedback arriver de plus en plus de nos grands clients, pas américains, qui sont toujours assez quand même qui supportent toujours les États-Unis, mais non, de nos grands clients internationaux, donc asiatiques, européens. Ils sont très attentifs à ça, très soucieux de ça. De plus en plus. Et ils posent des questions, ils se désexposent, les Japonais, les Coréens. Donc ils ne réinvestissent plus leur tombée. Donc quand vous prenez le montant en dollars de dette américaine détenue en Asie, il baisse mois après mois. Parce que les tombées ne sont pas réinvesties. Donc ils ne vendent pas leur stock, mais ils ne vont pas rouler en fait leur position. Exactement. Et à la place de la dette américaine, ils vont acheter de la dette émergente, ils vont acheter de la dette d'entreprise, mais ils ne veulent pas acheter la dette souveraine parce que le risque reward, de leur point de vue, est moins bon. Donc faut le surveiller parce que c'est évidemment un marché extrêmement important en termes de signal. C'est une information en effet très importante là, que vous nous donnez, Vincent, parce que vous avez l'échange permanent avec les investisseurs institutionnels. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a une vision d'un ciel complètement dégagé. Et ce que vous dites, c'est qu'en fait, on entend des coups de tonnerre un petit peu au loin. Oui, alors, plus vous êtes loin des États-Unis, plus vous les entendez. Moi, ces derniers mois, j'ai eu la chance ou la malchance, ça dépend de quel point de vue on se place, d'aller aux États-Unis, en Europe, en Asie, dans différents pays. Le discours que j'ai entendu aux États-Unis est absolument lénifiant. C'est d'une part, alors, le discours général, c'est maintenant, c'est 98% de l'investissement est fait sur les actifs américains. Ce qui est hors des États-Unis, c'est vraiment vu comme une diversification, et c'est uniquement sur les granolas, typiquement. Le reste n'existe pas. N'existe pas, ça ne l'intéresse pas. La Chine non plus, pour d'autres raisons. Et c'est quand même la moitié du bassin d'épargne mondial aujourd'hui. Donc ça compte. C'est un des soutiens du marché américain aujourd'hui. Vous ajoutez à ça le retail, enfin les particuliers qui ont massivement participé à la hausse via des produits leveragés, en fait. Des options valeur jour, des ETF sur un an leveragés. Vous allez dire, pourquoi un ETF sur un an? C'est idiot, parce que un ETF, c'est une action. Mais est-ce qu'il est leveragé? x5, x10. Donc c'est des choses très, du day trading, en fait. Ou de la vente, ou de l'achat avec appel de marge. Beaucoup d'achats d'options. Options ou via des phénomènes de CFD. Et en regard, sur les actions américaines, on a personne d'autre vendant. Donc les intérêts, vente à découvert, il y en a quasiment plus. Nous, on le voit dans notre activité, parce qu'on prête nos titres des fois. Il n'y a plus de dollars américaines, il n'y a plus de demande, plus d'intérêt. Et l'autre information intéressante, c'est que sur pas mal d'entreprises américaines, mais aussi européennes, on est sur un niveau historiquement très élevé de ce qu'on appelle les ventes d'insiders.
c'est-à-dire les dirigeants qui doivent déclarer à la SEC ou à l'AMF en France, quand ils vendent ou ils achètent des titres de leur entreprise. Oui, on y a déjà fait allusion dans une précédente interview, mais vous avez raison de le rappeler, c'est qu'on voit beaucoup, en effet, d'insiders, donc de dirigeants d'entreprise qui vendent leurs propres titres. Et alors, ce qui est encore plus paradoxal, mais c'est juste pour titiller certains investisseurs, c'est que dans le même temps, on a des dirigeants qui vendent des gros paquets de titres et les entreprises qui augmentent leur achat d'actions à des niveaux de valorisation très élevés. Donc là, il y a quand même un paradoxe. C'est-à-dire que un rachat d'actions, c'est que vous êtes très confiant dans l'entreprise, dans le fait que c'est une bonne affaire et que c'est plus rentable de racheter vos propres actions que d'investir dans le business ou de le rendre en dividende. Donc voilà, la concomitance de rachat d'actions qui augmente, y compris en Europe, et de dirigeants qui vendent, est troublante. C'est pas très sain en termes de signal. Donc il y a un côté un peu après moi le déluge, et on fait tout pour booster quand même la valorisation des actions. Alors loin de moi l'idée d'être conspirationniste, mais quand on voit quand même tous ces indicateurs bout à bout, on est un peu en bout de modèles et de cycles. Oui, enfin, ce n'est pas du complotisme, ce sont des faits. Ah, ce sont des faits. Voilà, donc après, on les interprète. Et ce n'est pas illégal. Et ce n'est pas illégal, non. Mais en effet, c'est un peu troublant. Et généralement, quand on a des insiders qui vendent, c'est tout de même un signal à prendre en considération parce que ça veut dire qu'ils estiment que le potentiel résiduel de hausse est plus limité. Exactement. Bon, on a un tableau là assez finalement nuancé, alors que pour beaucoup, finalement, le temps est au beau fixe. Vous dites, attention, en fait, c'est pas aussi dégagé qu'il n'y paraît. Très bien. Cela dit, bon, certains nous disent les valorisations ne sont pas si déconnectées que ça de la réalité, donc on n'est pas en bulle encore. Ça dépend des segments. Aujourd'hui, le marché, il est fait de au moins 3 segments. Donc, il y a les valeurs que tout le monde aime, que tout le monde joue, qui sont perçues comme des vainqueurs ultimes de tout, et qui sont 50 à 100% plus chers que la moyenne du justifiable historique. Et c'est ce segment-là qui a été le premier à tirer les indices. Et il n'y a pas, encore une fois, il n'y a pas que les techs. Mais quand tu prends ces grands noms que tout le monde veut avoir, et quand je parlais des Américains, en Europe, ils ont en tête 15 noms, mais pas plus. Et ils veulent surtout pas acheter autre chose. Et c'est tous les noms qu'on connaît. Voilà. Moi, je peux les dire, mais pas vous. les valeurs connues, leader mondial. Ce qu'on appelle génériquement les granolas. Voilà, exactement. Et qui d'ailleurs sont, pour la plupart, pas dans la tête. Et donc, sur ce segment-là, il est indéniable qu'il y a un momentum. Et comme je disais, même les gérants, ils n'osent pas ne pas les détenir. Comment pouvez-vous battre un indice si vous ne les avez pas en portefeuille? C'est un peu le problème. Et donc, il y a pas mal de capitulations à la hausse, donc qui craquent à la fin. Et d'ailleurs, c'est un des débats qu'on a souvent en interne, où on essaie de regarder valeur par valeur et parfois de dire, non, on ne va pas suivre. Parce que dans une optique du moyen long terme, ce n'est pas raisonnable. Même si c'est à court terme, ça nous fait mal. Ce sont des débats animés. Et le seul moyen pour ces valeurs-là de revenir sur Terre, c'est qu'en fait, que le marché réalise que les hypothèses qui sont embarquées ne sont pas raisonnables. On a vu des cas déjà, dans les téléphones, dans les voitures électriques, que finalement, sont plus vers la croissance, qu'il y a de la concurrence, que les prix baissent. Et donc les valorisations s'ajustent. Mais on verra la même chose arriver dans la pharma, dans le luxe, c'est normal. Oui. Mais ça prend du temps. Ça prend 1 an, ça prend 2 ans. Alors justement, la question, c'est celle de la temporalité, parce que c'est tout le problème. Quand je disais en introduction, un peu par provocation, est-ce que le marché est inarrêtable, on peut se demander s'il ne l'est pas à court terme, du fait aussi
de l'énormité des liquidités à disposition. Oui. Parce que ça, c'est... Alors, on entend tous vos arguments, ouais. Vincent, mais l'une des objections, encore une fois, qu'on peut apporter, parce qu'il y a la rationalité de la macroéconomie, mais que ne prend pas forcément en compte le marché, puis il y a des aspects techniques, et les flux en font partie. Absolument. Et les flux sont déterminants dans le comportement des marchés. Or là, on a des stocks de poudre à canon, pour employer une image, amassés par les investisseurs. Oui, ils sont réfugiés dans le monétaire considérablement. On a des niveaux de cash énormes. J'ai interviewé récemment un économiste qui nous disait la masse monétaire M3 est à des niveaux historiques, donc il y a de la liquidité. Il nous disait qu'il était aussi soucieux du comportement du marché, mais voilà, il redoutait finalement l'entrée en bulle à cause de cette liquidité surabondante. Absolument. Alors ça, c'est un point très important. C'est que, et je pense que on est qu'au début de la normalisation monétaire. La hausse des taux, et on l'a vu, donc un effet retard, donc n'a pas fait très mal aux économies, et a même enrichi certains. Le bilan de la Banque centrale a commencé à baisser un peu, mais pas tant que ça. Et la Fed, en fait, est en train de pivoter d'une liquidité abondante à ample. Alors, mais ample. Ils ne sont pas encore à ample, ils sont toujours à abondant. Donc, effectivement, la liquidité dans le système, en fait, n'a pas été beaucoup réduite. Ça, c'est un fait. C'est une erreur, je pense, de politique monétaire. Ils se sont focalisés uniquement sur la hausse des taux courts, en pensant que ça allait résoudre tous les problèmes. L'inflation a rebaissé, mais pas grâce aux taux, par effet de base, grâce aux matières premières, qui sont revenues au bercail. L'inflation n'a pas baissé grâce à la hausse des taux. Ça, c'est faux. Donc, je pense que les banques centrales sont aussi un peu perdues dans leur référentiel. Ils ont appliqué un vieux référentiel. Il y a une situation nouvelle qui est très différente. Et donc, effectivement, aujourd'hui, il y a de la liquidité, c'est vrai. Alors, les fonds monétaires ont capturé une partie de ces liquidités, mais les banques aussi, en dépôt bancaire. On parle aux États-Unis, je crois que c'est 7 000 milliards de dollars dans les fonds monétaires. Bon, c'est beaucoup. D'un autre côté, quand on voit que les méga caps capitalisent 2-3 000 milliards, enfin, vous voyez, c'est beaucoup, mais c'est pas forcément ça qui peut faire bouger tout le marché. Mais vous avez raison de dire que ça peut être un soutien. Et je pense qu'il y aura pas mal, et c'est pour ça que le timing n'est pas simple, c'est que si ces valeurs-là commencent à corriger, on aura pendant quelques mois des gens ce qu'on appelle buy the dip, c'est-à-dire qui vont se dire oh ben moi 5 ou moi 10%, j'en profite, voilà, c'est une occasion. J'ai loupé la hausse, c'est l'occasion d'une vie, j'en mets. Ça remonte, puis ça rebaisse, et puis ça remet. Bon. Et on l'a vu dans le passé, on l'a vu en 2000, on l'a vu en 2008, les baisses de marché ne sont pas en ligne droite. Et plus la phase d'accumulation a été longue, plus la baisse va être longue. Donc je pense que ça va être un chemin qui sera sinusoïdal. Il y aura beaucoup de faux départs. Ce qui rendra l'investissement encore plus complexe, de mon point de vue. Mais à mesure que les gens vont se faire brûler, certains vont couper leur position. Mais ça va prendre 6 mois, 1 an. À mon avis, ce n'est pas pour maintenant. Donc, il faut le jouer de manière graduelle et tactique. Voilà. Donc, parfois, jouer la tendance, mais tout en sachant qu'il faut danser près de la porte de sortie. C'est ça. Voilà. Et garder l'oreille quand même attentive pour entendre de la musique qui s'arrête. Bon, et alors sur le marché, ce qui est aussi intéressant, c'est que donc, il y a ces méga caps que tout le monde aime. Il y a ces valeurs hyper spéculatives. Bon, c'est un proxy du casino, mais qui est toujours travaillé. Et puis il y a le milieu. Les boîtes traditionnelles, les small mid-cap, qui n'intéressent personne, qui sont pas chères, qui ont des gros rendements, qui peuvent certainement avoir une bonne visibilité,
mais personne n'en veut. Il n'y a pas de volume. Nous, on ne voit pas de flux. Personne ne pose de questions. Donc c'est la partie oubliée du marché qui, de mon point de vue, va surperformer dans la durée. Aujourd'hui, vous avez quand même pas mal d'entreprises qui sont saines, qu'on paye 5-6 fois les résultats, ou 7, allez, qui donnent un dividende de 6%. Donc c'est comme une obligation convertible. Vous avez, avec le dividende qui est assez stable, un rendement obligataire, et vous avez l'optionnalité du price earning, que vous payez 5 ou 6. Donc pour moi, c'est des cas d'investissement assez évidents. Plus le fait que, vous le dites, ce sont des équivalents d'obligations, des proxys, en langage financier, et qui donc devraient bénéficier tout de même de la détente monétaire. On est d'accord. Mais aujourd'hui, force est de constater que ces valeurs-là n'intéressent pas grand monde. Et le marché, c'est l'offre et la demande. Et quand vous voyez typiquement, j'ai vu un graphe incroyable de comparaison du Russell Growth, croissance, par rapport au Russell Value. Alors, il faut repréciser ce qu'est le Russell. Alors, Russell, c'est vraiment l'indice large américain qui capture toutes les market cap, en fait. Toutes les capitalisations boursières. Et qui est plutôt axé PME. Enfin, grosse PME. Donc, c'est un bon échantillonnage du marché américain dans son ensemble. Au-delà des méga cap, évidemment. Et on a vu, année après année, l'écart se creuser. On n'a jamais été aussi élevé en écart de toute période historique. Et pour nous, il est évident qu'on va revenir à la moyenne. Mais on ne sait pas quand. Et c'est ça qui est compliqué, c'est qu'on voit bien qu'il y a beaucoup de momentum accumulé dans ces indices. Ça rappelle un peu 2000, où on se souvient que toutes les valeurs de l'économie traditionnelle, brick and mortar, étaient complètement délaissées. Et en fait, c'était là qu'il fallait se placer pour profiter des belles affaires. Et elles ont très bien performé, alors que le reste de la cote était emporté. C'est exactement notre position. Bon. Revenir aux choses traditionnelles qu'on comprend, qui ont des avantages concurrentiels. Et on peut trouver plein de cas intéressants. On a compris que vous étiez réservé donc par rapport au comportement actuel des marchés actions. En termes de zones géographiques, alors du côté des actions, et puis on parlera un petit peu des taux aussi. Est-ce qu'on joue la tendance à court terme, donc plutôt America First, comme dirait l'autre, ou pas? Alors, compte tenu de tout ce que j'ai dit, on est toujours sur une allocation qui est sous-pondérée à l'ouest, à l'extrême ouest, donc les États-Unis, en moyenne, avec des nuances. Une neutralité en Europe, grâce notamment à ce segment intermédiaire, et une surpondération asiatique, panasiatique, Asia-Pacifique. Australie, Japon, Corée. La Corée est une excellente idée. La Corée est en train de faire des réformes structurelles de son économie et de son capitalisme qui s'inspire du Japon en fait. Et il y a beaucoup de valeurs qui va être extraite des entreprises coréennes, mais aussi toujours Chine, même si c'est totalement impopulaire. Inde, alors l'Inde est chère, mais quand vous regardez, en fait, l'indice indien sur 20 ans a totalement épousé la croissance des bénéfices. Totalement. Donc l'Inde est chère, a toujours été chère, et pour une bonne raison, c'est que l'économie indienne croît à 6-7% par an, et les entreprises indiennes ont une croissance des résultats qui est 2 fois supérieure à la moyenne du monde. Donc, et sur longue période. Donc ça se paye cher, mais ça va continuer à se payer cher. Exactement. La Chine ne se paye pas cher du tout. Donc c'est plus aventureux. Il faut aller en Chine, où le mieux c'est de mixer un peu différents marchés asiatiques. Mais donc on est surpondéré Asie. On est sélectif sur l'Amérique latine, parce que c'est une collection de situations parfois complexes. Et c'est un peu cher. Et on évite tout ce qui est Europe de l'Est, Moyen-Orient, Afrique, où il y a beaucoup de situations
à la limite de l'implosion ou de la faillite. Voilà. Ça, c'est pour les actions. Oui. Du côté des obligations, parce que si on a tout de même une détente monétaire qui se profile, est-ce que les obligations ne mériteraient pas quelques flux, notamment de réallocation du monétaire vers l'obligataire? Oui, ou des actions vers l'obligataire. Oui, parce que vous êtes prudent sur les actions, et effectivement, dans la logique, ça se défend tout à fait. Aujourd'hui, dans le contexte qu'on décrit, je pense dans tout portefeuille, il faut avoir un socle obligataire pour le rendement, mais aussi pour la protection que ça apporte. Alors, c'est l'obligation de haute qualité, donc souverain, qui malgré tout, malgré leur déséquilibre, reste quand même des valeurs protectrices, jusqu'au jour où ce ne sera plus le cas, mais ça reste quand même le cas. On aime beaucoup les souverains asiatiques, qui offrent un bon, sauf les Chinois, parce que le taux chinois est très bas. Mais quand vous regardez en Asie du Sud, Inde compris, vous avez un très bon mix entre un taux de rendement facial élevé, une politique monétaire, là ils commencent à baisser les taux, parce que là ils ont commencé plus tôt en fait, et des devises qui en fait sont sous-évaluées. Donc le mix des trois est quand même intéressant. Donc souverain, crédit, ce qu'on appelle investment grade, donc haute qualité de crédit, pas spéculatif. Il y a encore de la valeur à capter, parce qu'en fait c'est un crédit qui réagit surtout par rapport au taux souverain. En revanche, plus on va en bas en qualité de crédit, plus on trouve l'équation compliquée. Et on voit d'ailleurs les défauts commencer à monter fortement sur les ratings les plus bas, que sont les triple C. Et on voit une contagion qui commence à arriver, mais c'est normal. Dans ce qu'on appelle le high yield, donc c'est la partie spéculative, le haut rendement, effectivement. Le haut rendement, il y a la plupart des secteurs, notamment aux États-Unis, la moitié de la dette va être refinancée entre cette année, l'année prochaine et 2026. La moitié de la dette. Pourquoi? Parce que c'est des entreprises qui ont émis au moment du Covid, mais le marché, via les tokens qu'ils renvoyaient, leur a autorisé, je veux dire, uniquement d'émettre à 5 ans ou à 6 ans, pas à 10 ans. Et donc on a une sorte de mur de refinancement, et la dette qui a été contractée au moment du Covid grâce aux politiques des banques centrales à 3, 4, 5, 6%, aujourd'hui, c'est pas le même tarif. Aujourd'hui, c'est pour des entreprises du milieu du tableau, c'est 12, 13, 15. Et on a fait un exercice, ce qu'on appelle bottom-up, c'est-à-dire entre les entreprises, dans le secteur du high yield, où en fait, ce sont celles qui vont venir au refinancement, il y a 30% qui ne pourront pas supporter ces taux plus élevés. 30%. Oui. Donc 30% de défaut potentiel. Alors, défaut, ça ne veut pas dire qu'en cas de défaut, vous perdez tout. Il y a toujours une récupération. Mais effectivement, 30% de faillite. Ce qui est beaucoup. Oui, ce sont des taux de faillite assez... Alors après, il y a record même. Après, il y a une recovery, donc c'est-à-dire une perte finale de l'ordre de un peu en dessous de 20%. Le marché n'est pas du tout là-dessus. Pas du tout. Est-ce que la baisse des taux qui se profile ne pourrait pas justement alléger la peine? Un petit peu. Ah, il y a ça, déjà, ça tout à fait. L'autre facteur de confort relatif, c'est que, en fait, les banques, clairement, restreignent leurs conditions, ça c'est sûr. Et on le voit mois après mois dans les enquêtes. Le marché obligataire est plus exigeant. En revanche, il y a énormément de poudre, comme vous disiez, dans des fonds de dette privée qui sont prêts à financer ces entreprises à des taux élevés, mais ils prennent le risque. Donc pour ces entreprises, l'échappatoire, ça va être d'aller toquer à la porte des fonds d'investissement, de fonds de dette privée. Bon, donc c'est des rendements nominaux élevés, hein, on parle de 12-15%. Bien malin celui qui peut dire quel sera le taux de rendement effectif à la fin de vie du produit après coup du risque. Ça pourrait être beaucoup moins. Mais aujourd'hui, force est de constater qu'il y a beaucoup d'argent, 500 milliards de dollars disponibles, prêts à être déployés dans les fonds de dette privée,
essentiellement aux États-Unis, mais aussi en Europe, pas beaucoup en Asie. Et donc ça, c'est de l'argent qui est déjà qui est investi, enfin, qui a été apporté par les investisseurs et que les fonds doivent déployer. Donc tu auras quand Le même... problème, c'est celui du prix, finalement, Absolument. et du risque que l'on prend. Absolument. Bon, alors, je vais essayer de synthétiser tout ce que vous nous avez dit. Grosso modo, Vincent, vous ne souscrivez pas à l'optimisme assez débridé du marché. Alors, ce qui est intéressant, c'est de comprendre pourquoi. Vous nous avez dit, finalement, du côté du consommateur américain, on a tout de même des signes d'inquiétude. On a du plein emploi, on a tout de même une croissance qui semble là, mais le consommateur est inquiet. Les indicateurs de confiance ne sont pas terribles dans un cadre qui devrait être normalement très allègre, pour employer un terme. Bon, ça, c'est le premier point. Vous dites aussi, attention, parce que la dette US, la dette américaine, va poser un problème de par les charges d'intérêt qu'elle fait peser finalement à l'État, sur l'État fédéral. Et ça veut dire qu'à un moment donné, eh bien, le financement, la politique budgétaire très expansionniste va appartenir au passé. Donc, et ça va arriver plus vite qu'on ne pense, d'après vous. Vous dites aussi, ça c'est une information que vous nous avez apportée, mais que la perception du risque par les investisseurs internationaux de la dette américaine, et ça c'est votre ressenti, s'accroît, notamment les investisseurs asiatiques. Donc ils ne roulent plus leur dette, c'est-à-dire qu'ils ne réinvestissent plus les montants qui ont été remboursés. Donc ça, c'est à prendre en considération parce que c'est ce qu'on appelle du smart money. Généralement, les investisseurs, ils se posent des questions que le marché ne se pose pas forcément dans sa globalité. Ce que vous dites aussi, c'est que certes, on a des actions qui montent, mais la hausse est hyper concentrée. Et ça, c'est un peu un problème. Donc, tout le monde se rue sur les mêmes. Et on a donc une dichotomie assez importante entre toutes ces valeurs qui attirent tous les capitaux et puis le reste de la cote où vous pensez qu'il y a tout de même des affaires à faire si on se donne du temps. Vous dites, il y a des valeurs qui proposent des rendements intéressants avec finalement un comportement quasi d'obligation. Donc, il faut peut-être regarder tout ça. Et puis, il y a des segments qui sont complètement délaissés, les petites et moyennes valeurs. Donc, pour ceux qui veulent prendre date et se donner du temps, il y a sans doute des opportunités. Vous dites que, bon, il y a tout de même beaucoup de liquidités dans le marché. Ça, c'est indéniable. Néanmoins, bon, vous restez droit dans vos bottes et vous pensez qu'il ne faut pas déroger à la prudence. Ce que vous dites aussi, c'est qu'il y a des positions à prendre sur l'obligataire et plutôt sur l'obligataire asiatique. Finalement, moi, c'est ce que j'entends. Et vous dites également qu'il y a des opportunités du côté des actions dans le sud-est asiatique et vous avez mentionné l'Inde et la Corée. Absolument. Bon, c'est à peu près correctement résumé. Absolument. Merci beaucoup. Vincent, merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. Abonnez-vous, commentez, partagez et mettez un pouce vers le haut si vous avez apprécié. À très bientôt.